Un message d'une dizaine de minutes en phase avec la révolution progressiste populaire. Alors, Amadé Adamasoro, que retenez-vous donc de cette prise de parole, une fois de plus, du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré? Oui, c'est qu'il faut donc dire que maintenant, chaque montée des couleurs au niveau de la présidence du Faso est scrutée à la loupe par les Burkinabés, notamment par les spécialistes de l'analyse du discours politique, parce que c'est quand même des moments forts pour notre nation. Nous nous souvenons très bien que c'est au cours d'une des montées des couleurs au niveau de la présidence que la révolution progressiste populaire a été proclamée le 1er avril 2025, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est un moment solennel pour la nation burkinabé d'être en communion avec le dirigeant, avec le chef de l'État. Par rapport donc à cette montée donc du 6 octobre, il y a 3 informations principales qui ont été donc livrées par le chef de l'État. La première information, c'est celle donc qui est donc en lien avec l'histoire donc d'escroquerie, effectivement trafic d'influence. Et sur cette question, nous pouvons épiloguer à longueur de journée parce que on se rend compte que depuis un certain temps, il y a des gens qui se sont spécialisés, qui se sont donc autoproclamés comme des intermédiaires entre les investisseurs étrangers et les autorités nationales au Burkina Faso, si ces investisseurs la veulent donc s'installer au Burkina Faso pour effectivement démarrer des projets. Et nous avons vu, nous sommes donc des journalistes, on a eu beaucoup d'informations sur des investisseurs qui ont été finalement découragés par la voracité donc de ces intermédiaires autoproclamés. Dans les années 2010-2020, on a en tout cas eu 20 de grandes entreprises qui sont implantées au Moyen-Orient, qui voulaient donc s'installer au Burkina Faso, mais je ne dirais pas grâce, mais en tout cas à cause de l'intervention, du chantage, pour ainsi dire, de l'escroquerie de ces intermédiaires-là. Alors ces entreprises-là ont carrément dit qu'ils ne pouvaient pas, effectivement, parce qu'il y a certains qui vont jusqu'à demander même 30% des chiffres d'affaires annuels de ces entreprises-là, parce que eux, ils sont en connexion avec les autorités et ils ont donc des entrées partout, ils peuvent les aider à avoir beaucoup de facilité. Donc ça a découragé pas mal d'investisseurs étrangers et c'est pourquoi cette annonce du chef de l'État est venue à point nommé, parce que nous sommes donc en révolution et en tant que tel, nous devons donc nous départir de ces mauvaises habitudes-là. Le second point, c'est en lien effectivement avec, je vais dire, les mensonges, pour dire la désinformation qui ont été donc déconstruits. Ces désinformations ont été déconstruites donc à l'occasion des 14e ZIACO, parce qu'on a quand même eu une bonne brochette de communicateurs qui ont donc travaillé à déconstruire effectivement ces éléments, ces narratifs qui nous dévalorisent. Nous en avons parlé donc au cours de l'émission passée, mais comme le chef de l'État est revenu là-dessus, donc c'était une bonne occasion pour nous effectivement de savoir que ce que nous faisons dans nos différentes émissions, que ce soit sur les plateformes numériques également, est très suivi, parce que cela participe, comme je l'ai dit, à déconstruire cette image dévalorisante de l'Afrique, qui veut que chaque fois, quand on présente le continent africain, c'est sous des auspices peu flatteurs. C'est des pays, soit dans la famine, soit dans les maladies, soit dans les guerres, etc. Et or, aujourd'hui, quand on regarde en 2005, si j'ai bonne mémoire, la première édition des UACO, et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de changements, notamment le basculement géopolitique. On a vu que par le passé, c'était pas les mêmes thématiques qui étaient développées entre 2004 et 2005 et 2014. Je me rappelle aussi que c'était une manifestation annuelle jusqu'en 2011 où effectivement on a passé donc à une option biennale pour cette information. Donc c'était l'occasion également pour le chef de l'État non seulement de rendre hommage au BIRC, au AIA, ceux qui sont donc sur les plateformes qui déconstruisent les narratifs dévalorisants du Burkina Faso, mais aussi qui participent à donner une bonne information, des narratifs positifs de notre pays. Le troisième et le dernier aspect, c'est bien sûr la création d'une fenêtre spéciale pour permettre aux différents
contributeurs, notamment dans le cadre de l'initiative présidentielle face au Mebo, parce que jusque-là, c'était des dons en nature. Et donc, avec la création de cette plateforme numérique-là, arrimée au trésor public appelé Faso Arzeka, cela va permettre non seulement à ceux qui veulent donc faire des contributions numériques de le faire, parce que j'ai été plusieurs fois contacté par des Burkinabés qui sont implantés, qui sont installés à l'étranger, qui veulent construire, qui veulent participer, mais ils ne peuvent pas se déplacer parce que voilà, ils ont des agendas un peu difficiles. Alors donc ces personnes-là effectivement pourront le faire. Le dernier aspect, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que cette initiative va créer une saine émulation au sein des différentes régions du Burkina Faso, car maintenant il est permis aux ressortissants de chaque région de pouvoir effectivement faire ces contributions-là. Et ce qui est important, le chef d'État l'a dit, c'est de faire en sorte que ces opérations se déroulent de façon transparente, parce que à l'issue de chaque évaluation, on pourra effectivement avoir son nom imprimé et que les points qui seront faits donc par les gouverneurs dans chaque région, cela pourra effectivement donner plus de crédit à cette opération qui continue de susciter tant d'engouement, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. Alors, Aimé Kambiré, donc le président du Faso, dans sa prise de parole, qui appelle les Burkinabés et les non-Burkinabés à se départir des faits d'escroquerie pour être en phase avec la révolution progressiste populaire. Les adeptes des mauvaises pratiques sont donc prévenus. Merci Soro qui a bien résumé donc l'intervention du président. Mais je pense qu'effectivement le message fort qui a une forte teneur en matière de révolution, c'est sur cet aspect-là. C'était pas seulement l'escroquerie, mais la corruption. C'est des mots donc voisins. Vous savez, il y a les intermédiaires qui jouent aux escrocs. Il y a des investisseurs aussi qui veulent vendre leur exemple aux étrangers, à ceux qui veulent venir, mais en réalité souvent qui court-circuitent. Il y a aussi l'administration. Il y a des gens qui prennent les dossiers, ils s'asseyent jusqu'à ce que vous puissiez déposer un caillou avant qu'il ne s'exécute. Ou alors, il y en a qui demandent des parts dans votre... c'est quoi vous appelez déposer un caillou? Non, pour que c'est la corruption. Voilà, on connaît, il faut mettre la main pour un service qui n'est pas payant. Voilà, c'est la définition même de la corruption au sein de l'administration. Ou alors, ils vont peut-être des prête-noms pour pouvoir s'attribuer des marchés, peut-être des délits d'initiés et toutes donc ces pratiques-là. Je pense que le président il s'est adressé aussi bien aux intermédiaires qu'à l'administration, mais aussi même aux investisseurs. Il y en a qui arrivent, ils pensent qu'ils peuvent passer par d'autres moyens pour avoir des marchés à moindre frais. Il leur a dit travaillez correctement, soyez en règle vis-à-vis donc de nos textes et ayez une bonne réputation et vous avez le marché. Bien. Voilà. Il y a même les monnayeurs d'audience, je pense qu'eux aussi ils ont été servis. Vous n'avez pas besoin de payer pour voir une autorité ou pour être en contact avec une institution. Il a été, on ne peut plus clair. Vous passez par les protocoles, les services de protocole ou les bureaux des conseillers. Et si on doit vous recevoir, on le fera. Vous n'avez pas besoin de payer. Je pense que c'est un mal qui ronge et qui a encore de beaux jours. Et il y a certains quartiers, certaines zones de Ouagadougou. J'y ai fait un tour et j'ai regardé ça. J'ai dit, mais cette partie du Burkina résiste à la révolution. Il faudrait peut-être y faire un tour, ce que j'appellerais le triangle de la corruption. La direction générale, le transport terrestre, le commissariat central et le palais de justice. Allez-y là-bas, vous verrez qu'il y en a qui ne savent pas que nous sommes en pleine révolution. Des intermédiaires, ils surfacturent, ils jouent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, ils ne vous laissent même pas avoir un contact avec le service public qui est en principe gratuit. Et vous verrez que des affiches où on dit que c'est gratuit. Mais vous avez 5 personnes devant vous qui occupent les guichets et qui vous dit de donner et ils vont intervenir. Bon, bref, c'est un exemple un peu disgressif, mais c'est pour dire que le message fort que le président a délivré à l'occasion là, c'est sur cette question de corruption, d'escroquerie, c'est l'avidité et souvent doublé de paresse, parce que lorsque vous aimez travailler, vous n'avez pas besoin de passer par d'autres contorsions pour avoir
donc de quoi vivre. Mais je pense que toutes ces pratiques, surtout dans le domaine de l'investissement, ça fait que lorsque vous êtes de la diaspora, vous allez vous faire spolier, vous allez vous faire escroquer et donc vous allez vous décourager. Quels que soient les efforts que vous ferez, si vous tombez sur les escrocs, je pense que ce n'est pas une bonne image déjà pour votre pays. À plus forte raison, l'étranger, quelqu'un qui est une fois spolié, il devient un ambassadeur, mais dans le mauvais sens. Voilà, je pense que ça ne colle pas avec l'image du Burkinabé, qui est un homme travailleur, qui est un homme honnête. Et le président aussi a essayé de vendre l'image du Burkina donc auprès des investisseurs étrangers, parce que le Burkina est connu pour être le pays d'hommes intègres, travailleurs, disciplinés. Et effectivement, c'est une main-d'œuvre aussi jeune et donc très besogneuse. Je pense que c'est essentiellement donc le message que j'ai retenu donc de l'intervention du président à cette occasion. Alors, Blaise Ketka, qu'est-ce que vous avez retenu donc dans la prise de parole du président du Faso lors donc de cette montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba? Merci beaucoup, merci à tous et merci donc à l'ensemble donc des forces de défense et de sécurité et de tous ceux qui veillent sur notre nation. Je pense que ça a été dit, par l'ensemble donc de mes copanélistes ici qui ont déjà donc évoqué les 3 points. Puis ce sont des 3 points caractéristiques donc d'une société burkinabé en phase donc de mutation. Parce qu'effectivement, ce sont des mots qu'on a connus dans le passé, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et ce sont des mots qui sont consécutifs du type donc aussi bien d'administration, mais aussi la reproduction sociale qu'il y a autour donc comme je l'ai dit, du logiciel donc de la néocolonisation, avec tous ses corollaires. Il a parlé donc de l'administration, de la question de la corruption et de l'escroquerie, des dossiers. Vous lui avez posé la question, le caillou c'est quoi? Moi je vais être trivial. Le caillou, si vous envoyez un dossier d'investissement, si ça coûte 10 milliards, on vous demande par exemple 1 milliard. Ou bien on demande par exemple que vous préfinancez même en fait l'audience, mais également si le dossier marche, vous devez payer un montant. Voilà, donc déjà pour l'audience, vous pouvez payer par exemple 100 millions et une fois que vous avez l'audience, lorsque le dossier passe, est-ce que c'est examiné, si c'est validé, vous devez vous débrouiller avant même l'investissement de verser 200 ou 300 millions. Voilà. Pourtant, il faut être clair, hein, les audiences ne sont pas payées. Oui, il faut être clair, les audiences ne sont pas payées. Mais qu'est-ce que vous voulez? On le dit tout le temps. Et quand on le dit, bon, les interprétations vont dans tous les sens. De toute façon, c'est quand on a un intérêt à dire certaines choses qu'on peut nous en vouloir. Quand on critique l'administration et tout, bon, les gens disent non, il ne faut pas trop critiquer, etc., etc. Mais la vérité, elle est là. Moi, je suis contre le fait qu'on commence à endetter les gens dans les écoles de formation. Les NAM, les NAREF. Il faut que les banques, il faut que les trésors essaient de jouer un rôle là-bas. Il faut moins endetter les gens jusqu'à l'entrée donc dans la fonction publique. Ça, c'est au niveau donc de l'administration. De telle sorte que en fait l'administrateur ou bien par exemple les agents de l'administration ils soient moins sous perfusion, parce que si depuis l'école tu commences à t'endetter et tu dois t'endetter pour équiper ta maison, t'endetter pour payer parcelle, t'endetter pour faire certaines choses, à un certain moment on ne tient pas les roues avec le salaire, hein. C'est l'époque des doyens, c'était encore d'être même mieux. Après ça on a roulé à grande vitesse en matière donc de niveau de vie au Burkina Faso. C'était nettement supérieur aux réalités économiques de notre pays. Donc c'est ça aussi la triste réalité. Donc moi je pense que le président a voulu faire passer un message donc dans le cadre donc de son de l'idéologie qui est prônée actuellement, à savoir donc la révolution. Mais ce sont des pratiques qu'on a connues dans le passé, qui ont plusieurs tentacules. Il y a tout un réseau d'acteurs qui vivent de ça. Donc à un certain moment il faut vraiment travailler à ce que effectivement sur le plan international on puisse avoir une bonne image en tout cas de ceux qui viennent pour des investissements. Effectivement, il a dit il y a des gens il y a des investisseurs qui ont été découragés. Moi j'ai été contacté 2 ou 3 fois par des gens qui m'ont dit qu'ils ont été escroqués au Burkina. Tout récemment, il y a un monsieur qui depuis donc un pays étranger a voulu donc faire un don donc au fonds de soutien patriotique. On lui a dit que pour faire le don et une fois qu'il est ici, s'il veut avoir accès au président ou à une autre autorité, il lui fallait payer 5 millions.
le monsieur il a versé l'argent et le monsieur l'argent, celui qui l'a remis l'argent a disparu dans la nature. Donc voilà assez de cas qui montrent que nous avions un environnement dans le passé qui était suffisamment pollué. Donc dans le cadre donc de la révolution, effectivement, c'est des choses qu'il faut corriger progressivement pour assainir donc l'espace public. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, il a bien fait de le dire parce qu'effectivement, il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps également que quelqu'un donc a allé usurper donc de l'identité d'un proche donc du chef de l'État et a escroqué un opérateur économique. Ce monsieur-là, je crois qu'il est en train de réfléchir sur son sort à quelque part. Donc il y a tout le temps d'exemples qui montrent que effectivement c'est des pratiques qui ont eu cours dans le passé, des pratiques qui continuent et comme on le dit, les habitudes ont des produits. Donc je pense que ça, dans le cadre donc de la construction d'un nouveau Burkina qui rayonne à l'international, effectivement il faut travailler à corriger cela. Là, le deuxième élément qu'il a souligné, c'est la question donc des BIRC qui ont participé donc à la déconstruction donc des médias mensonges. Effectivement, il a bien fait de féliciter et encourager ces jeunes-là qui, par moment, manquent même de 1 giga même de connexion, mais qui s'efforcent avec le peu qu'ils ont et qui arrivent à détrôner aujourd'hui des médias où l'investissement c'est à coût des milliards de dollars. C'est pour cela que moi je suis de façon indépendante, puisque je ne suis pas affilié à certaines organisations prétendues défenseurs donc de certains acteurs, mais dans la réalité on ne voit rien. C'est pour cela que moi je suis pour l'investissement aussi bien dans les hommes qui communiquent pour leur patrie, mais également aussi ceux qui, avec les maigres moyens, accompagne en fait la déconstruction des médias mensonges, parce que je vous avoue que c'est pas une tâche facile, et quand on regarde depuis le début de ce qui se passe dans l'AES, ces acteurs-là comme les BIRC mais également les Wanyé, ils ont participé d'une manière ou d'une autre à déconstruire beaucoup de mensonges et à en tout cas permettre à la grande masse de la population de comprendre véritablement un certain nombre d'enjeux liés à ce qui se passe. Donc le président a bien fait donc de les rendre hommage. C'est l'occasion également pour nous autres aussi de leur dire qu'ils ont fait un beau boulot, mais également à tous les acteurs, que ce soit le ministère de la Communication, le Premier ministère, la présidence du FASO, il faut investir suffisamment dans les médias. Je le dis, je le répète, il faut également travailler à ce que les acteurs de médias vivent dans la dignité. Parce que si vous voyez qu'un certain nombre d'acteurs des médias à partir de l'âge de 45 ans, 50 ans sont obligés donc de devenir des officines d'agents extérieurs pour s'impliquer dans des processus politiques dont on ne comprend pas, à un certain moment, je vous dis, à un certain moment, les gens se disent, j'ai fait tout ça là depuis longtemps là, ça m'a apporté où, ça m'amène où. Donc parce qu'à un certain moment ça va pas. Vous voyez des gens quand ils sont malades, il faut faire donc des communiqués sur les réseaux sociaux. C'est pas normal que quelqu'un, un acteur donc des médias publics ou du privé, à un certain moment qu'il soit malade, pour 500 000 francs il faut faire des communiqués sur les réseaux sociaux pour le soigner. Je suis désolé. Donc il faut travailler aussi à ce que les acteurs des médias à la base vivent une certaine dignité. Et ça demande donc des réformes. Et je suis d'accord avec Doyen qui l'évoque tout le temps ici. Quand Doyen parle régulièrement donc de revoir donc la question donc des états généraux donc du secteur de la communication, mais de revoir en tout cas les conditions de vie de travail donc des acteurs des médias. C'est effectivement dans ce sens-là, parce que ça permet justement à un certain moment aussi que vous n'avalez pas tout qui vient. Et vous avez vu dans son interview, il a rappelé que actuellement ils sont en train de se comprendre avec les acteurs des médias, parce qu'effectivement les gens sont en train de comprendre tous les enjeux liés à la crise de sécurité que nous vivons, qui n'est rien d'autre qu'une recolonisation qu'on veut nous faire. Donc nous devons travailler à une libération nationale. Donc à ce niveau-là, le chef de l'État a bien fait donc de souligner cela. Le troisième élément qui est rapidement. Voilà, le troisième élément qui est celui donc qui a été évoqué par rapport à Faso Mebo. Moi, je pense qu'il faut déjà travailler au niveau donc régional, à mettre en place un dispositif de communication et travailler avec les radios communautaires, parce que et je sais pas tout le fond donc de Faso Mebo, mais il faut d'abord continuer à expliquer ça dans les régions aux populations. Il faut également mettre en place un dispositif de communication comme ils l'ont évoqué, qui permettent au quotidien en fait de faire le bilan des dons, même s'il faut le faire de façon journalière. Je crois, Doyen, vous qui avez été sous la Révolution, nous on n'y était pas, il y avait ce qu'on appelle les efforts populaires d'investissement. Je sais que régulièrement dans les radios à l'époque, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y avait des communiqués qui étaient faits pour montrer donc la contribution donc des acteurs. Ça permet en fait de renforcer les liens entre les autorités régionales et la population, et également ceux aussi qui sont à l'international. C'est vrai, il y a la plateforme Faso Arzeka, mais j'avoue que
nous devons tenir compte aussi de nos populations, qui sont une population aussi qui n'a pas, en grande majorité dans les régions, qui ne sont pas forcément tout en connectés. Il faut travailler à avoir des dispositifs physiques et suivre effectivement ce dispositif physique-là, avec donc que ce soit les brigades de recherche de gendarmerie, mais également les commissariats, pour qu'on ait un dispositif soft qui permette donc une certaine transparence dans la collecte des dons et des contributions qui seront données pour Faso Mebo. Du reste, je pense que pour ce qui est de l'initiative présidentielle Faso Mebo, jusqu'à présent, moi je suis de ceux qui recommandent donc un bilan holistique des dons, aussi bien physiques, financières, etc., de Faso Mebo, pour que le peuple puisse avoir donc, j'allais dire, une cartographie globale de ce qui a été déjà fait en termes de dons. Et je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plus aider donc l'initiative. Alors, doyen Ahmed Koné, la communication est une arme redoutable, surtout donc dans un pays en guerre comme le Burkina Faso. C'est la conviction du président du Faso qui le martèle donc à chacune de ses sorties. Oui, nous constatons que nous avons un président qui communique beaucoup et qui a compris effectivement quel est l'objet de la communication politique. Quand on avait nommé le Premier ministre Alim Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, excusez-moi, j'avais dit à l'époque qu'on allait passer à la communication politique. C'était très important. Et on constate aujourd'hui qu'effectivement la communication est au carrefour de la lutte que nous menons contre l'impérialisme. Et justement, le président l'a si bien compris que lorsqu'il s'adresse aux Burkinabés, au-delà de la frontière, il s'adresse aussi aux Africains. Parce que vous avez entendu, quand il a parlé des GIACO et autres, il a parlé des stratégies de communication. Et il a effectivement montré que les Africains eux-mêmes financent en fait cet aspect des choses. C'est-à-dire que nos sous vont dehors pour alimenter la caisse de ceux qui dénigrent l'Afrique. Et je rappelle que depuis les années 70, on luttait à travers l'UNESCO contre la mauvaise image de l'Afrique propagée par les médias mensonges aujourd'hui, qu'on connaît bien. Parce qu'effectivement, comme l'ont souligné les collègues, lorsqu'on regarde la vie du communicateur, ce n'est pas une vie enviable. Comme je l'ai souvent dit, nous n'avons pas de carrière dans notre carrière. Parce que les journalistes se sont battus pour avoir une carrière, mais rapidement les hommes politiques les ont embrigadés parce que certains l'ont voulu aussi, il faut le dire. Nous avons renoncé à nous battre pour notre carrière. Donc les privilèges ont fait que les gens ont oublié leur carrière, ce qui fait qu'ils en sont encore à cet état de mendiant qui cherchent à manger et qui cherchent des privilèges au lieu de se battre pour une profession qui chaque jour les voit se mettre en danger. La preuve, notre collègue Erazo, pour lequel nous avons une certaine compassion, qui a été victime d'agression rien que la semaine passée. Donc nous avons un métier fragile. Mais il faut qu'on se batte aussi pour effectivement redorer nos blasons. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons un président qui communique beaucoup et qui laisse passer des messages compréhensibles, parce que les gens comprennent. Lorsqu'un chef d'État aborde un certain nombre de questions, ça veut dire que ça atteint un tel degré de pourriture qu'il faut dire quelque chose. Les Burkinabés sont vraiment tombés bas. Il faut le reconnaître. C'est depuis un certain nombre d'années. Les gens ont oublié qu'en fait, il faut travailler pour mériter ce qu'on a. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas ce qu'on dit. On dit en langage simple, l'argent du blanc n'est pas facile à gagner. L'argent que nous gagnons, il faut le gagner à la sueur de notre front. Or, beaucoup de gens, on a parlé tantôt de tous ces malfrats qui peuplent les commissariats, etc., etc. Mais moi, dans mes cours de communication marketing, je parle de margouillas. On les appelle les margouillas, parfois ceux qui vont prendre vos dossiers, qui courent pour aller chercher par-ci, par-là. Bon, ça c'est dû évidemment à l'OIGVT, et puis vous avez des repris de justice qui n'ont pas de boulot. Bon, il y a un peu de tout dedans, mais il faut mettre fin à ça. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas comme ça qu'ils vont entretenir leur famille. Mais il faut leur donner de nouvelles perspectives. Ce n'est pas seulement en allant au front, c'est aussi en allant sur les chantiers. Il faut qu'on les prenne pour qu'ils aillent apprendre à travailler, pour changer effectivement de peau. Parce que c'est ça qui est important. Lorsque le président parle, par exemple, de tous ces arnaqueurs, mais il y a des arnaqueurs au col blanc. On en a parlé tantôt à travers les trois interventions. Vous avez entendu qu'il y a des Burkinabés qui osent faire ce qu'il ne faut pas faire. Des intermédiaires à n'en plus finir. C'est dû au fait que lorsqu'une révolution se met en place, il y a des gens qui viennent facilement de l'étranger vous captiver.
Chacun vient, oui, j'ai des relations, j'ai ceci, cela. Et l'expérience que nous avons connue sur la révolution d'août 83 avec le capitaine Thomas Sankara, c'est que vous avez des gens qui sont de véritables manœuvriers au plan international. Ils ont peut-être des relations, mais derrière, ils ont quelque chose. Ils viennent chercher, c'est le gain facile, hein. Ils viennent, ils vous proposent des choses, et puis voilà. Si vous laissez appâter, c'est fini. Ils prennent le sou, ils disparaissent. Et ils vont dire dehors, voilà, j'ai telle relation, je peux faciliter ça. Que ce soit les relations diplomatiques, toutes sortes de situations de contrats signés. On en connaît, il y en a. Donc il va falloir faire très très attention. Il faut qu'il y ait un cordon sécuritaire autour du chef de l'État pour que n'importe qui n'ait pas accès au chef de l'État. Ça, je le dis franchement. Il ne faut pas permettre à n'importe qui d'avoir accès au chef de l'État. Il faut permettre à n'importe qui de faire une photo avec le chef de l'État, qu'il vienne de l'étranger ou d'ailleurs. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on vous embricade dans des réseaux mafieux. Après, vous ne pouvez plus vous en sortir. Et ça, il faut qu'on fasse très très attention. Maintenant, en ce qui concerne Faso Mebo et puis la décentralisation, moi je suis content. Hein, je vais seulement demander un bémol. Permettez-moi de dire au président de permettre que Bifaté de tous nos parents du sud-ouest devenus Djoro puissent quand même verser dans les cascades parce que nous sommes leurs maîtres. Vous voyez? Donc ils peuvent déposer l'argent à Gawa s'ils veulent, mais il faut qu'ils déposent ensuite à Banfora. C'est ça que je vais demander. Là, je suis content quand même qu'il y ait cette possibilité de déposer de l'argent parce que ceux qui sont dans la diaspora sont des gens qui sont décidés. Mais en parlant de diaspora, puisque nous défendons aussi la diaspora, il faut faire attention parce que nous avons aussi dans la diaspora, j'ai vu l'expérience qui est en Amérique du Nord. Ceux qui sont de la diaspora asiatique, ils ont des gangs organisés qui vous raquettent leur propre pays, hein. Je vous l'assure. Donc, il faut faire attention. J'espère que notre diaspora s'est bien organisée et qu'ils vont faire attention aussi aux racketteurs qui peuvent se trouver dans leur sein. Ça, j'insiste là-dessus. Il faut bien faire attention. En ce qui concerne les stratégies de communication, vous savez, les stratégies de communication, c'est un peu compliqué. Nous avons aujourd'hui des médias qui sont peut-être bien organisés au fur et à mesure, mais le formatage à l'occidental est tel qu'il y a beaucoup de retenue, beaucoup de réserves. Et comme aussi, on l'a dit aussi, les conditions de vie sont tellement difficiles que rapidement, on s'est fait en quelque sorte l'intermédiaire d'un groupe de médias. Et ça, ce sont des aspects très importants qu'il faut avoir à l'esprit. Alors donc, je ne sais pas si je dois continuer. Non, c'est bon, on va poursuivre. Donc, oui, très rapidement. Effectivement, c'est un élément qu'il faut souligner. Il faudrait que, j'ai vu que lors de cette rencontre, on a eu donc l'alignement de premier plan donc avec le chef de l'État, on a le chef d'état-major particulier, on a le directeur donc du conseil, le président donc, du Conseil national de sécurité, le commandant Oumarou Yabré. Et c'est très important l'image du chef de l'État. Quand un individu, quel que soit son niveau de soutien, quel que soit son niveau d'engagement au chef de l'État, quand il vient au Burkina Faso, ou du moins quand un certain nombre d'acteurs viennent pour rencontrer le chef de l'État, le service de communication et l'Agence nationale du renseignement fassent suffisamment du travail à ce niveau-là. Il ne faut pas que n'importe qui, effectivement, ait accès au chef de l'État. Parce que Douanier l'a dit, c'est comme ça qu'effectivement, c'est une image avec le chef de l'État, une image avec certaines personnes qui font que les gens utilisent ces images-là pour aller dire, effectivement, j'ai contact avec telle ou telle autorité, et après, ça va dans tous les sens. L'élément qui est important également, quand on a parlé de certaines sociétés d'État qui financeraient des médias étrangers, ça devait interpeller l'ensemble des Burkinabés. Souvent, les gens ils font les émissions ici, on dit oui, vous avez fait de belles interventions, c'est très bien ceci. Mais il arrive souvent que des gens poussent, les gens viennent pour des émissions et puis le carburant est fini. Il faudrait que les Burkinabés aussi le comprennent. Il y a une communauté qui est très répandue en Afrique de l'Ouest, mais ces gens-là, ils fonctionnent un peu comme, j'allais dire, nos cousins juifs de l'autre côté. Ça veut dire que ceux qui défendent la communauté, un peu comme dans le système communautaire africain, vous n'allez pas voir le chef de terre qui tourne dans le village et qui demande à manger. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs, ceux qui défendent l'image du pays, toutes les entités qui coordonnent tout ce qui défend l'image du pays, l'image donc de Burkinabé à l'étranger. Il faut travailler à ce que ces structures-là aient suffisamment de moyens. Et je le précise, on va en parler tout à l'heure avec la question donc du ministère des Affaires étrangères.
du ministère des Affaires étrangères. Après, le chef de l'État, il peut donner les orientations au haut niveau. Mais il faut que, en fait, quand les orientations sont données, les gens arrivent à le comprendre. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des structures de l'État même qui ne comprennent pas le chef de l'État. Il fait des efforts pour expliquer que la communication est très importante. Il fait des efforts pour dire, effectivement, il faut que nous, Burkinabés, nous construisions. Parce qu'il le dit tout le temps, il dit, nous le faisons en Burkinabé. Effectivement, tout ce que nous le faisons en Burkinabé. Et faire les choses en Burkinabé suppose que quand vous avez, par exemple, un problème, quand le chef de l'État énonce des choses au niveau global, il faut qu'au niveau en bas, vous le repreniez. On a parlé de l'association des professionnels de médias. On a aujourd'hui des structures comme le ministère de la Communication. Mais moi, j'ai suivi les UACO à distance. Il est vrai. Et c'est vrai, je n'ai pas été invité, je pouvais me faire inviter, mais il y a un certain nombre d'acteurs, des gens qui sont chevronnés en matière donc de contribution à cette lutte de libération là, qui n'ont pas été associés. Donc moi je pense qu'il faut travailler à ce niveau-là, associer aussi un certain nombre d'acteurs. Même la contribution, il y a énormément de Burkinabés à la diaspora qui m'ont écrit, qui m'ont dit, effectivement, nous essayons de faire le pas, mais après on se rend compte que comme nous sommes à l'étranger, on ne nous fait pas confiance. Donc il faudrait que nous travaillions à ce niveau-là et que les sociétés d'État qui font aussi des chiffres d'affaires par moment là, financent des médias comme la RTB, des médias comme l'AIB, mais également au niveau même de la presse privée, qu'il y ait des discussions pour avoir des compromis dynamiques. Merci donc pour cette intervention. Pour gagner donc la guerre, il faut une communication de guerre, mais il faut également des moyens militaires adéquats. Pour ce faire, le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, ne lésine pas sur les moyens. Il a remis pour une énième fois un lot de matériel militaire aux forces armées nationales. Il s'agit de moyens d'assaut et d'appui de diverses natures. Aimé Kambiré, c'est une autre typologie de moyens militaires donc pour appuyer l'infanterie. Quel commentaire donc faites-vous de cette remise d'engins lourds de dernière génération? Et encore, ce n'est qu'un aperçu. Je pense que lorsque le président dit qu'il était à l'introduction, vous avez trouvé des gens qui ont tourné ça en dérision. Mais je suppose qu'il commence à comprendre. Les armements qu'on essaye d'acquérir, pour cette fois-ci c'était pour la brigade blindée d'intervention rapide ainsi que la brigade d'artillerie de campagne et d'intervention rapide. Mais c'est véritablement pour améliorer notre puissance de frappe. On nous dit que la lutte qu'on mène, ce n'est pas contre le terrorisme. Il faut que les gens retrouvent souvent cette partie-là et souligner. On lutte contre le terrorisme, mais c'est une lutte qui va au-delà. Une lutte pour la souveraineté. Et pour la souveraineté, par définition, le savoir interne qui vous appartient, et à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Et pour pouvoir défendre cette terre-là, il faut que vous ayez les armes. C'est pas autre chose. Il faut l'armée. Voilà. Et la défense, là, des territoires, c'est dévolu donc aux forces armées. Et il faut une capacité de force, de frappe. Il vous souviendra aussi, lorsque le général Tierney est arrivé au pouvoir, c'est Nigérien, bon teint. Les Nigériens lui ont apporté le soutien, mais vous avez trouvé des forces extérieures qui avaient décidé de l'attaquer, attaquer le Niger. Donc lorsque vous n'avez pas une armée dissuasive, voilà, c'est-à-dire qu'on va vous empêcher donc de mettre le cap sur la destination que vous souhaitez et qui est la destination souhaitée par votre peuple. Donc je pense que les capacités militaires on continue d'acquérir, ce n'est pas seulement pour lutter contre quelques groupuscules qui souffrent affamés dans la brousse, qui mangent du wamé pour survivre et qui n'ont plus droit à une vie normale et donc même manipulés par quelques individus. Ce n'est pas seulement contre eux, mais je pense que le monde est en train de basculer avec une incertitude évidente pour tout le monde. Et je pense qu'effectivement, il faut que donc, notre armée soit la plus dissuasive possible. Le président l'a dit, et lors de la rencontre avec nos collègues, que l'armée burkinabé est l'une des armées les plus résilientes et que la pression qu'on subit, aujourd'hui, ils ne pensent pas qu'il y a une armée qui subit cette pression-là. Il faut lire entre les lignes ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous en veulent. Et s'ils pouvaient donc nous rayer de la surface de la terre, il l'aurait fait. Mais donc, il faut qu'on continue de s'armer. Notre souveraineté a un prix à payer et c'est notre capacité à défendre nos territoires qui vont le décider. Les armes qu'ils ont présentées, j'ai dit c'est un aperçu.
mais il y a des armes de précision parce que c'est doté de systèmes de guidage laser. au laser. Donc ça veut dire que c'est des armes de précision. Et j'ai vu des armements qui peuvent descendre des avions. Donc, ça veut, comme je dis, on n'imagine pas des terroristes avoir des avions de combat, mais ça permet au moins de neutraliser. Qui peut neutraliser un avion peut peut-être neutraliser aussi des drones, parce que les terroristes, avec leur soutien, ont commencé à utiliser ce type d'équipement. En tout cas, c'est très rassurant. C'est un message fort que les civils doivent retrousser les manches et de travailler inlassablement chaque jour que Dieu fait. Parce que au front, l'armée s'est donné les moyens véritablement d'assurer notre souveraineté, la défense de notre territoire. Moi, c'est le message. Je pense qu'à l'occasion, une fois de plus, je pense que c'est le ministre de la Défense qui a une fois de plus salué donc le sacrifice des Burkinabés, parce que tout ce matériel n'est pas acquis avec l'aide du FNU ou de la Banque mondiale. En quelque sorte aussi, c'est une fierté, c'est le sacrifice de tous les Burkinabés qui se sont mobilisés comme un seul homme, qui ont accepté jusqu'aujourd'hui le sacrifice, qu'on enlève une petite partie de leur salaire et pour pouvoir donc financer l'effort de paix. Moi, je voulais terminer sur un sujet qui est passé, je n'ai pas eu le temps de réagir, c'est toujours par rapport au sacrifice. Oui. Je pense que le Burkina aujourd'hui n'a pas démontré son panafricanisme au-delà de ses propres frontières. Je pense que ça se voit depuis. Moi, le fait qu'ils aient accordé, peut-être par réciprocité, que les visas à certaines nationalités soient gratuits, je pense que les amis du Burkina doivent aider les Burkinabés. Aujourd'hui, les Burkinabés se sacrifient pour gagner cette guerre et gagner leur souveraineté. Un ami digne de ce nom doit pouvoir donc contribuer donc, à l'effort de guerre. Et donc, des pays comme l'Italie, je pense qu'ils ont un peu plus de moyens. Moi, j'ai vu la nouvelle, je comprends ce que ça veut dire, mais je pense que ce n'était pas le moment, de mon humble avis, de rendre les visas gratuits. Et peut-être qu'on évoquera le sujet avec les États-Unis. Je pense que la seule demande, même, ça vaut 100 000. Merci. Alors, Amadé Adama Soro, lors de son entretien avec donc, la presse nationale et internationale, le capitaine Ibrahim Traoré avait répété que la fin de la guerre, c'est pour bientôt. Est-ce que avec cette nouvelle remise, nous sommes à un pas de plus donc vers la libération du territoire burkinabé? Absolument. Je pense que vous allez me demander si c'était l'albinos noire qui est là. Mais ce qui est sûr, à moins d'être vraiment malhonnête, vraiment d'une malhonnêteté notoire, il faut reconnaître que le Burkina Faso d'aujourd'hui n'est plus celui qu'il était il y a 3 ans. À tout point de vue, que ce soit en termes d'acquisition militaire, en termes de perspective même pour le développement du pays. Un pays qui est en guerre, assez partout, mais qui arrive à faire de grandes réalisations, c'est vraiment à féliciter. Chaque fois, je nous renvoie à cette déclaration du capitaine Ibrahim Traoré. Je pense que c'est lors d'une de ses tournées au sud-ouest, l'ancienne sud-ouest, Dioro maintenant, qui disait que nous devrons nous préparer à une guerre de haute intensité. Alors, c'est cette guerre de haute intensité donc qui est là. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que le terrorisme n'est qu'une manifestation infime de l'impérialisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez un pays comme le Burkina Faso, qui a des difficultés politiques avec son voisin, la Côte d'Ivoire. Un pays comme le Mali, qui a des difficultés, des incompréhensions avec un voisin, à l'opposé.